C'est parti, direct. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. On est très content de vous retrouver avec Guillaume pour ce webinaire. Je remercie bien évidemment Guillaume pour sa participation aujourd'hui. Guillaume est le CIO de Maison du Monde et également DSI Group. Voilà. Moi, je suis le directeur marketing et commercial de Dalenis. Et en fait, aujourd'hui, l'enjeu, ça va être de faire le point sur la stratégie paiement de Maison du Monde et notamment comment on a réussi ensemble à obtenir des performances, que ce soit dans la lutte contre la fraude ou l'augmentation de l'acceptation, des taux d'acceptation et de taux de conversion des paiements. Guillaume, je te laisse te présenter rapidement. Puis après, on va dans le vif. Oui, bonjour à tous. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Merci de vous connecter. C'est un plaisir de pouvoir faire cet événement, même à distance, dans ce contexte un peu particulier. Donc Mathieu l'a dit, moi je suis le CIO de Maison du Monde. Ça inclut l'ensemble des fonctions d'IT core, le digital, et puis la data, qui est un élément important chez nous. On a une boîte assez tech, donc particulièrement sensible à avoir les bons partenaires technologiques. Donc c'est un plaisir aujourd'hui pour moi de faire ce petit webinaire avec Mathieu pour Dalenis, avec qui on a noué une belle relation depuis quelques années maintenant. Merci Guillaume pour cette introduction. Avant de passer au vif du sujet, je voulais partager avec vous une interview que j'ai regardée en début de semaine, qui vient du chef économiste de Natixis, donc un peu quelqu'un quand même de la maison, puisque aujourd'hui Dalenis fait partie intégrante de l'écosystème Natixis. Ce chef économiste, c'est Patrick Artus, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et il y a quelque chose qui est intéressant à souligner. Quand on regarde un petit peu les pays qui ont déconfiné aujourd'hui, l'Allemagne aujourd'hui, les magasins en Allemagne, alors après quelques jours, maintenant quelques débuts de semaine passés, les magasins en fait ont recouvert à peu près 30% de leur chiffre d'affaires. Donc on est encore quand même dans des proportions limitées. La Chine qui a pour le coup beaucoup plus de recul. Là, c'est intéressant parce que les magasins ont récupéré à peu près 60% de leur chiffre d'affaires, mais ce qu'il est à noter, c'est qu'en Chine, ils ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant crise. Et globalement, sa remarque était intéressante puisqu'il disait, voilà, on a 60% qui se fait du coup en magasin, qui a été récupéré sur les ventes magasins, mais ça veut dire que le reste quand même a mal shifté sur le digital, sur le online. Et globalement, il faut quand même se préparer à un monde où la transaction digitale va être de plus en plus prépondérante. Donc, c'est vrai qu'aussi dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, le fait de bien protéger ces transactions en ligne et de finalement mettre les investissements nécessaires pour optimiser sa stratégie de paiement et notamment sa stratégie de paiement online, finalement fait sens, est une clé forte. Et le deuxième enseignement, c'est que cette répartition, finalement, cet équilibre qui est en train de se créer entre transactions online et offline, fait que aussi les parcours de vente, les parcours consommateurs vont être encore plus que jamais croisés et qu'il va falloir aussi, en tant que marchand, parfaitement s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc voilà, c'est un point que je voulais partager avec vous. J'ai vu que vous avez également partagé le lien. Si vous avez quelques secondes, je pense que c'est intéressant que vous jetiez un œil sur cette vidéo. Alors, une très rapide présentation de Dalenis. Donc, Dalenis aujourd'hui, comme je vous le disais, est rattaché à Natixis Paiement. Et finalement, notre enjeu, c'est à la fois d'être capable de combiner l'agilité d'une fintech reconnue sur le marché, puisque Dalenis a été élu par 2 fois première fintech française par French Web, et d'associer finalement cette agilité d'une fintech aux capacités d'un industriel des paiements qu'est Natixis. Ce conglomérat aujourd'hui, il nous permet de nous positionner de plus en plus comme un leader dans les paiements. En tout cas, d'aller vers ce type de position-là. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on gère au global du groupe une transaction sur 5 en France, ce qui est quand même
conséquent. On travaille avec 4 marchands du top 10 e-commerce français. Donc, on sait faire. On a ce positionnement d'accompagner les grands marchands français et européens. Et une autre caractéristique, c'est qu'on est à la fois présent sur les métiers de l'acquiring, du processing, de l'encaissement transactionnel, mais également sur les métiers de l'émission, puisque Natixis, avec 23 millions de cartes émises, Natixis BPC, 23 millions de cartes émises, est le premier émetteur de cartes Visa en Europe. Au niveau de Dalinis et de son positionnement, aujourd'hui, la vision de Dalinis, c'est d'offrir une plateforme de paiement unifiée pour le commerce, puisqu'on pense de moins en moins qu'il y a une dissociation finalement entre le commerce online et le commerce physique, que finalement c'est un tout et que nous, on doit offrir à nos partenaires marchands les capacités de déploiement des cinématiques qui font sens et qui veulent mettre en place. Donc, c'est une plateforme unifiée, donc tout canot. Aujourd'hui, vous pouvez faire avec Dalinis de l'encaissement aussi bien online, mobile que dans le monde physique. C'est une couverture, bien évidemment, sur la France, mais également sur l'international. Aujourd'hui, on couvre à peu près une soixantaine de devises, donc voilà, très large, tous les moyens de paiement locaux et alternatifs. C'est une capacité de traitement de la donnée, on va y revenir de manière très précise avec Guillaume. Et enfin, une capacité de connexion à un écosystème très large de partenaires, puisque finalement, on ne réussit jamais seul. Et pour bien servir les marchands qu'on adresse, on a aussi besoin, et c'est une nécessité, d'être parfaitement interconnecté avec des écosystèmes technologiques desquels gravitent nos marchands. Je sais qu'il y a un certain nombre de partenaires qui sont avec nous aujourd'hui dans ce webinaire. Donc voilà, je voulais aussi passer ce message-là parce que c'est un point qui est réellement clé pour nous. Deuxième élément, c'est l'accompagnement personnalisé, l'accompagnement de nos marchands. Je pense que c'est quelque chose qui est reconnu de Dalinis. Et c'est d'offrir toutes les garanties de sécurisation des paiements et d'optimisation finalement de la performance paiement de nos marchands. Et enfin, le troisième point, j'en ai déjà dit un petit mot, c'était de dire que Dalinis est vraiment présent sur toute la chaîne de valeur, aussi bien l'encaissement que l'émission, que la création de wallets digitales qui font de plus en plus sens aujourd'hui et sont aussi quelque chose de plus en plus demandé par les banques et les retailers. Voilà un rapide mot sur Dalinis. Guillaume, je vais te laisser présenter Maison du Monde, quelques chiffres clés pour que voilà on perçoive bien. Donc Maison du Monde. Exactement. Maison du Monde, donc ce qui est important à avoir en tête, c'est environ 1,2 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière, 376 magasins, on vend dans 10 pays online. On a un équilibre à peu près 50-50 entre les ventes en France et à l'international. Et on est une société qui est globalement intégrée, donc c'est pour ça qu'on voit 444 000 mètres carrés d'entrepôts puisqu'on gère l'ensemble de la chaîne de valeur. Et aussi très omnicanal, où en fait on a aujourd'hui à peu près 25% de nos ventes qui sont réalisées sur le web. Et si on ajoute à ça les ventes digitales faites en magasin, on arrive à peu près à la moitié. Hein, grosso modo, on a la moitié d'emporter, la moitié de prise de commande. Et dans cette prise de commande, une moitié online, une moitié offline. C'est aussi une société qui a connu et qui connaît toujours une très forte croissance. Moi, je suis arrivé il y a bientôt 5 ans. Je pense qu'il y a 5 ans, on devait faire à peu près moitié moins de chiffre d'affaires et on était à 16-17% de mémoire sur le online. Donc effectivement, les enjeux de paiement online, la capacité d'être bon sur l'international et le potentiel omnicanal, c'est des choses qui ont été depuis le début de notre collaboration avec Dalinis hyper importantes. Je pense qu'on en parle derrière d'ailleurs sur un petit flashback sur quel est notre case study et quelle était notre situation. Je peux enchaîner si tu veux, Mathieu, sur cette partie. Exactement. Enfin voilà, je t'ai suivi et effectivement de se dire en 2016 quand vous avez pris la décision de mettre en jeu finalement la partie paiement, quelle était votre
Point et finalement, qu'est-ce qui vous a amené à choisir dans ce contexte-là d'Alenis? Donc alors pour être hyper transparent, en 2016, on avait comme PSP un PSP que je ne nommerai pas, mais qui avait été poussé par notre actionnaire de l'époque et qui venait quasiment d'être changé. Donc moi, je suis arrivé avec un PSP qui venait d'être changé un an auparavant, quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et donc avec potentiellement un case un peu compliqué pour expliquer que c'était pas la bonne décision. Sauf que ce partenaire était pas bon pour nous accompagner sur la fraude et on avait des taux de fraude que je peux pas vous indiquer là parce que c'est des chiffres qui n'étaient pas publics. On parlera de où on en est aujourd'hui tout à l'heure avec Mathieu, mais on avait des taux de fraude qui, on va dire, m'ont permis de justifier un vrai business case de remplacement de notre PSP. Euh, à l'époque, pourquoi avoir choisi d'Alenis? Alors c'est intéressant parce que Mathieu parlait on est reconnu pour notre accompagnement. Pour moi, ça a été vraiment l'élément de décision. Et en 2016, quand on a signé avec D'Alenis n'était pas encore attaché à Natixis et objectivement était pas encore aussi gros, avait pas encore des rêves aussi importantes qu'aujourd'hui. Et c'était pas forcément le choix le plus évident pour tout le monde à ce moment-là. Mais moi, j'avais vu dans Dalenis une vraie capacité des équipes à nous accompagner rapidement dans la transformation. Et ça a été vraiment un facteur clé de succès derrière, à la fois dans l'intégration de la solution et surtout, on en parlera derrière, dans l'accompagnement pour nous améliorer à la fois sur la fraude et sur la transfo. Et puis les deux autres points, effectivement, c'est l'omnicanal et l'international. Alors, en 2016, l'omnicanal, moi à l'époque, j'avais ouvert, même si on cherchait avant tout à remplacer notre PSP online, j'avais un peu ouvert les chakras, j'étais encore que des sites digital à l'époque, mais sur un questionnement de remplacement de l'ensemble de notre acquisition, y compris offline qu'on n'a pas réalisé à ce moment-là parce que c'était pas la priorité, il fallait qu'on soit vraiment focus. Mais en tout cas, il y avait déjà une vraie volonté d'Alenis d'avancer sur ce sujet-là et on va voir tout à l'heure que ça a continué de progresser. Et puis bien sûr, last but not least, l'international, parce que il me semble qu'en 2016, on avait quelque chose comme un tiers de nos ventes à l'international et donc la capacité de se développer et d'être bon non seulement en France sur le réseau carte bancaire, etc., mais sur l'international avec le bon réseau de partenaires et le bon niveau de conseil aussi sur les moyens de paiement alternatifs à intégrer, etc. C'est quelque chose qui était clé pour nous. Donc vraiment la compétence sur l'acquisition, la techno, l'international, l'omnicanal, et puis surtout voilà cette capacité des équipes qui était un pari qui s'est avéré gagnant à nous accompagner dans la transformation. Très bien. Bon, on va rentrer un peu dans notre sujet du jour et pour donner aussi un peu de contenu concret sur finalement quels ont été les ingrédients de cette réussite. Mais bon, parce qu'on aime bien aussi aller droit au but, on voulait vous présenter cette slide-là en amont, de se dire, OK, les performances, quelles sont-elles et comment finalement, d'année en année, on a travaillé. Donc, quand on a commencé ensemble, je pense que tu me confirmeras, Guillaume, mais globalement, allez, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, tu avais déjà une bonne vision finalement de la performance qu'on était en capacité d'apporter. Donc ça, c'est un premier élément clé, c'est de se dire, voilà, quand on lance Dalenis, bon, on voit quand même relativement rapidement les fruits en termes de résultats de ce que ça apporte. Clairement, ouais. 6 mois entre décision et constat, y compris des bénéfices sur la fraude qui mettent du temps avant de se vérifier parce que il faut le temps de recevoir les impayés éventuels. Donc oui, un projet qui s'est déroulé hyper rapidement et on a vu tout de suite les fruits Voilà. sur les deux aspects, hein, Ouais. fraude et taux d'acceptation.
Exactement, parce que ça c'est un point très important, c'est que quand on travaille, quand on parle d'une stratégie paiement et notamment de la performance paiement, on ne dissocie jamais finalement la lutte contre la fraude, les impayés et l'augmentation du taux d'acceptation, puisque une règle un peu simple, un peu simpliste pour finalement limiter la fraude, serait de verrouiller complètement les tuyaux, ce qui aurait pour finalité effectivement de travailler efficacement à la lutte, mais potentiellement au détriment de la performance commerciale, de la performance business, et quand même l'objectif de nos marchands, c'est de vendre plus. Donc là, vous avez l'évolution des résultats, les performances qui ont été atteintes depuis 2016. Donc on a écrasé complètement finalement ce sujet des impayés, puisqu'on l'a réduit drastiquement de quasiment 70%, tout en permettant également une augmentation de l'acceptation. Et quand on parle d'une augmentation de l'acceptation, quand on parle par exemple de 0,62 points, pour juste remettre un peu le sujet en perspective, imaginons que je sois un marchand et que mon volume d'encaissement soit de 100 millions d'euros par an. Si j'arrive à générer 0,62 points de plus sur une année, ça représente 600 000 euros. Voilà, donc 600 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait toujours du bien à mon PNL, et ça apporte aussi une valeur ajoutée à mes clients, puisque mes clients sont moins gênés, ont moins d'échecs de paiement. L'autre point, c'est de se dire que ce travail collaboratif, il ne s'arrête pas au bout de 6 mois. Il perdure dans le temps, puisque la fraude, ça évolue tout le temps, et il y a des choses à faire, des leviers à trouver, à identifier pour faire mieux. Et vous voyez, même en 2019, alors qu'on était déjà dans une situation qui était très favorable et positive et qui répondait à l'enjeu de Maison du Monde, on a encore optimisé ces résultats-là. Donc, c'est du travail, c'est de la méthodologie. On va y revenir par la suite. Mais voilà, ce travail, cette méthodologie, en tout cas, ce dont on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il paye. Oui, c'est quand même assez bluffant, hein, parce que en partant d'une situation où depuis longtemps on est déjà bon grâce à vous sur la fraude, en 2019 on se fait en volume plus de chiffre d'affaires et on arrive encore à diminuer par 2 le volume de fraude. Donc pas mal. Exactement. On a un bon ami des marchands. Alors, la recette du succès. Donc, on a l'objectif, c'était quand même de synthétiser un petit peu et de vous donner finalement quelques clés de compréhension de la manière dont on travaille. Donc, voilà, on a synthétisé en 6 points majeurs. Donc, le premier point, c'est déjà la collaboration. Donc la collaboration active, et quand on parle de collaboration active pour lutter contre la fraude avec le marchand, c'est notamment sur notre capacité à échanger de la donnée. Voilà. Donc vous voyez tous les types de données à gauche qu'on est capable aujourd'hui de structurer, de collecter et de structurer avec des outils technologiques avancés du côté de Dalinis. Donc ça peut être des données sur les canaux d'encaissement, ça peut être des données sur les pays d'encaissement, des données sur les réseaux bancaires, des données techniques de prestataires de services de paiement, des données marchands, et c'est quand on parle d'échange de données avec le marchand, ce sont bien de ces données-là dont on parle, ou encore de données transactionnelles. Tout ça, tout l'objectif de la collecte et de la structuration de données, c'est de nous donner finalement, avec le marchand, plus de capacité de contrôle. Les finalités, c'est plus d'optimisation, bien évidemment dans la stratégie de lutte contre la fraude, mais pas uniquement. L'utilisation de la donnée, elle nous permet d'unifier le parcours client, le parcours des clients. Ça nous permet d'optimiser la reconnaissance de ces derniers. Ça nous permet de proposer des solutions visant le développement de la fidélisation des clients de nos marchands. Et enfin, ça permet de construire des tunnels d'achat innovants. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment isocentré sur l'optimisation de la lutte contre la fraude, mais l'utilisation de la donnée et son utilisation à bon escient et toujours en comprenant pourquoi on la collecte et pourquoi on l'utilise fait particulièrement sens et bien au-delà de la lutte contre la fraude. Donc, ouais, c'est effectivement un facteur clé. Hein. Je pense que tu donnes quelques exemples derrière. Voilà, du coup, dans le paramétrage, effectivement, là, je donne quelques critères, mais tu as peut-être un regard sur notamment quelques jeux de données qu'on a échangés et qui nous ont permis finalement d'améliorer sensiblement la performance.
Oui, typiquement, ça s'est fait en plusieurs phases, hein. Déjà, dès la phase d'intégration, en fait, on a partagé nos données sur des éléments tels que âge du client, nombre d'achats précédents, etc., pour que dès le début, dès le lancement, on ne soit pas sur quelque chose, comme le disait Mathieu, de complètement restrictif qui vient de dégrader nos taux d'acceptation. Et en fait, en fournissant nos données déjà en one shot et puis ensuite en les transmettant à chaque transaction à Dalenis, ça nous permet en fait d'aller activer des règles de lutte contre la fraude extrêmement fines et extrêmement smart. Alors ça peut être des choses assez simples, hein, mais c'est des patterns que les équipes de Dalenis vont détecter, qui peuvent évoluer dans le temps parce que les types de fraudeurs changent. On trouve potentiellement d'autres leviers de recel derrière, donc il va y avoir d'autres catégories de produits. Mais voilà, c'est par exemple un client, c'est la première fois qu'il est chez nous, il est sur un type d'email pas très ragoûtant et il achète plus de X dans une catégorie de produits où c'est assez bizarre, celui-là, on va aller le contrôler. Et donc ça, en fait, ce partage de données et ce travail régulier avec Dalenis, c'est hyper important puisque Dalenis nous propose régulièrement des optimisations. On a vu que cette règle, par exemple, ne servait plus à rien, donc on se propose de la désactiver, on va gagner de temps en acceptation. En revanche, on a détecté un nouveau pattern qui est de tel type, on a fait les maths et à chaque fois, Dalenis nous dit voilà, si on avait mis en place la règle, voilà le risque de perte d'acceptation versus le bénéfice. Et donc ça, en fait, ça nous permet vraiment de faire évoluer de manière dynamique notre gestion de la fraude. Par pays, effectivement, il y a des spécificités locales et puis selon tous ces paramètres. Et là-dessus, je pense que l'aspect humain est encore une fois hyper important. Moi, je suis un fan d'intelligence artificielle. On a une équipe data qui est au top. On fait pas mal de machine learning, etc. Le fait de comprendre réellement de manière statistique et comportementale la fraude et d'en discuter avec un partenaire, c'est hyper structurant. Ouais. Effectivement, on peut peut-être le préciser, la granularité des règles qui font partie aujourd'hui du jeu de règles joué dans le cadre de la lutte contre la fraude chez Maisons du Monde, c'est un enchaînement environ d'une trentaine. Cette trentaine de règles, son objectif, c'est qu'elles soient relativement granulaires pour impacter finalement une part résiduelle du trafic, mais que du coup cette part résiduelle du trafic soit vraiment la part du trafic qui est la plus à risque et qui génère finalement cette fraude-là. Et tout l'enjeu de Dalenis avec Maisons du Monde dans cette collaboration, c'est de réduire au maximum l'exposition au scénario d'authentification des utilisateurs de manière à l'afficher au maximum au profil à risque et pas aux profils qui sont parfaitement légitimes, qui ont le droit, et c'est aussi un devoir du marchand de leur offrir le parcours le plus fluide possible. Effectivement, le petit mot sur les spécificités locales, puisque ce jeu de règles, il est différent d'un pays à un autre, puisqu'on ne retrouve pas forcément les mêmes cercles de fraude ou les mêmes habitudes ou les mêmes risques. C'est un travail quand même qui se multiplie par autant de pays couverts. Voilà, aujourd'hui, on couvre quand même une grande partie des pays européens avec Maisons du Monde. Donc voilà, c'est aussi un travail qu'on est capable de déployer non seulement sur le marché domestique, mais également sur les marchés à l'international et aussi de déployer cette expertise et cette connaissance là avec vous à l'international. Quelques petites stats. J'ai convaincu, et j'en suis très fier, Guillaume de communiquer son taux d'acceptation parce que très clairement, c'est le meilleur de la catégorie chez Dalenis, donc j'ai pas non plus peur de le dire. Mais voilà, en gros, le cycle, il est assez simple et simple à comprendre dans le sens où voilà, plus on a des règles granulaires qui vont impacter
une petite partie du trafic, moins on va déclencher des scénarios d'authentification fortes et plus finalement, derrière, on va être capable de générer une acceptation élevée. Voilà, dans le cadre de Maisons du Monde, aujourd'hui, l'acceptation est de plus de 96%, lorsque la moyenne du retail se situe plus aujourd'hui sur 87-88%. Donc, on voit que voilà, la stratégie, la performance paiement de Maisons du Monde sont quand même de très bonnes factures et bien au-delà des standards globalement du marché. Je crois que par contre, on communique pas sur le taux de fraude, mais ce qu'on peut dire quand même de manière un peu, enfin, comme une boutade, c'est que typiquement, il est suffisamment anecdotique pour qu'à date, on ne fasse pas l'effort encore, et tu en parleras tout à l'heure, d'aller contester les chargebacks. Il faudrait qu'on le fasse pour grappiller un peu, mais voilà, ça donne une idée un peu du niveau dans lequel on est. Exactement, exactement. Troisième point, donc c'est un point qui est clé. Je pense que Guillaume l'a déjà rappelé. Je l'ai rappelé également. C'est que tout cela fonctionne également avec une organisation. Et l'organisation qu'on propose à Maison du Monde et globalement à tous les grands marchands avec lesquels on travaille, c'est d'avoir une colonne vertébrale avec un responsable qu'on appelle un Customer Success Manager positionné du côté de Dalenis, qui va être vraiment l'interlocuteur et l'organisateur finalement des échanges entre Dalenis et Maison du Monde. Ce qui est très intéressant chez Maison du Monde, c'est qu'on a un alter ego en face de Maxime, qui est Clémentine, qui permet aussi de fluidifier cet échange-là et finalement de le rendre performant et efficient. Le point, c'est que Maxime, il a des interlocuteurs experts côté d'Alenis qui lui permettent de répondre à des enjeux, à des challenges qui sont posés par Maison du Monde, ou inversement, comme le disait Guillaume, d'être capable de faire des propositions à Maison du Monde d'optimisation sur la base du retour des experts de Dalenis. Voilà. Et côté Maison du Monde, Clémentine a également un certain nombre d'acteurs à ses côtés au sein de Maison du Monde pour l'épauler, pour l'aider et faire en sorte que tout ça, que toute cette mayonnaise entre guillemets, fonctionne du mieux possible et offre et amène aux performances dont on parle aujourd'hui. Voilà, Guillaume, je ne sais pas si tu veux bien intégrer le processus aussi à l'intérieur. C'est important, un processus de fraude qui soit bien intégré à l'intérieur de la société avec les équipes du service client, les équipes comptables. Donc, il faut bien concevoir aussi son processus de traitement de la fraude en interne pour pouvoir venir alimenter ce fameux cercle dont tu parlais auparavant. Exactement. Dans la récupération des données, dans la compréhension, à la fois dans la compréhension de ce qui se passe et dans l'alimentation des données, effectivement, ça peut impacter pas mal de monde au sein des entreprises de nos partenaires marchands. Et évidemment, nous, plus on se retrouve dans une situation favorable comme on l'est avec vous chez Maison du Monde, et plus au final on arrive aussi à délivrer des performances, puisqu'on a nous une architecture de données qui sont nos données, puisqu'on a une position de partenaire, de prestataire de services de paiement, donc des données techniques liées au paiement. On récupère également de la donnée dite transactionnelle puisqu'on a un acquéreur. Donc toute cette base, cette base de données, on l'a nous de notre côté, on la structure, on la met à disposition de nos marchands. Et vraiment le complément qui est du côté du marchand, voilà, qu'on arrive à mettre en place l'organisation qui est celle qu'on a avec Maison du Monde. Évidemment, ça aboutit à des résultats et à des performances. Très rapide, donc là c'est un peu tech, mais c'est aussi pour rappeler que Dalenis c'est une fintech et c'est un acteur vraiment de la technologie. Il y a un sujet qu'on a pris à cœur et qui est un projet qu'on a structuré maintenant depuis de longues années, puisque ce projet a été structuré en 2013. C'est que aujourd'hui Dalenis est un des moteurs acquéreurs les plus performants en Europe. Donc je vais vulgariser un peu mon propos. Lorsque finalement on joue une transaction, potentiellement cette transaction peut faire l'objet d'un decline, pour des raisons techniques ou enfin pour un certain nombre de raisons qui sont renvoyées par l'émetteur bancaire. Toutes les raisons de decline sont
analysée transaction par transaction par Dalenis, de manière à finalement comprendre de manière plus finement possible les patterns de refus transactionnels. Et par rapport à ces refus transactionnels, on a structuré d'un point de vue technologique une capacité à rejouer des transactions par divers tuyaux d'accès aux différents réseaux bancaires avec lesquels on travaille et sur lesquels on envoie des transactions. De manière à ce que pour le marchand, finalement, dans le cadre d'une transaction que nous, on estime légitime et qui ne présente pas de risque pour le système, puisqu'encore une fois, nous, on fait partie d'un système et notre enjeu, c'est pas de mettre du risque dans le système, mais sur des transactions où on considère que on est plus dans l'erreur technique que dans le risque proprement dit. On est capable, et c'est de manière totalement automatisée et transparente pour le marchand, de récupérer un certain nombre de transactions qui permettent aussi d'expliquer l'augmentation des taux d'acceptation qu'on est capable d'afficher du côté de Dalenis. Donc voilà, c'est un petit mot, mais c'est aussi quelque chose d'important dans notre produit et qui démontre aussi le côté tech de la société et sa volonté aussi d'innover fortement et de proposer des choses différentes par rapport aux standards qui peut être proposé par ailleurs. Voilà. Et le dernier point, donc je rebondis sur ta boutade, Guillaume. Effectivement, on propose une plateforme digitale et automatisée de contestation des impayés. Ce produit-là, il est particulièrement demandé par les acteurs du digital et les acteurs dans le travel qui ont des gros paniers et aussi les équipes qui gèrent ce type de sujet-là, donc avec des équipes structurées. La grosse valeur ajoutée qu'on apporte, c'est qu'aujourd'hui, de manière totalement digitale, avec l'accès à une plateforme, en fait, vous êtes capable de suivre en tant que marchand l'instruction d'un impayé et de télécharger les pièces qui vont nous permettre de contester plus efficacement l'impayé et d'avoir directement en ligne le résultat de la contestation. Vous avez gagné, vous avez perdu. Et ce type de produit-là, et notamment dans une dynamique, j'introduis un peu le sujet d'après, qui est la DSP2, où on voit qu'un certain nombre d'acteurs, notamment dans le digital, peuvent être un petit peu contraints sur ces seuils de fraude, notamment liés par des sujets de ce qu'on appelle la friendly fraud. Alors, la friendly fraud, c'est globalement, je sais que j'ai acheté, mais je vais contester, je vais générer un impayé sur un achat, qui peut être particulièrement vrai pour les prestations digitales. Voilà, ça permet à un certain nombre d'acteurs qu'on accompagne d'avoir une stratégie et d'aller contester des impayés sur lesquels ils ont pu récolter suffisamment de preuves pour prouver leur bonne foi de marchand et prouver que le contrat a bien été respecté et a bien été signé par le marchand en question. Voilà. Dans le cadre de Maisons du Monde, on n'est pas allé jusque-là parce qu'aujourd'hui, le volume est particulièrement résiduel. Encore une fois, comme toute cette organisation, c'est du temps. Il faut mesurer ce temps par rapport au retour sur investissement en face. Donc voilà, c'est pas une stratégie qu'on a mise en place, mais en tout cas, sachez que ça fait aussi partie des assets et de ce qu'on peut proposer aujourd'hui au marché. Clairement. Le dernier point, donc là, on est déjà plus sur un sujet d'avenir, c'est le sujet de la DSP2. Si on prend le cas de Maisons du Monde, Maisons du Monde est un bon élève puisque Maisons du Monde met déjà à disposition les données nécessaires pour jouer des transactions avec un protocole d'authentification 3DS2. Donc, on est déjà bon à ce niveau-là. D'un point de vue technique, les développements sont à l'état de l'art. Donc, voilà, on se retrouve dans une situation dans le cadre de ce shift qui est important quand même du protocole 3DS standard qu'on connaît actuellement vers progressivement et de manière généralisée le protocole 3DS2. Donc d'un point de vue technique, on est à jour. Et l'autre sujet qui est très important, c'est la maîtrise des seuils de fraude. Donc si on peut vous donner une autre petite indication sur la performance de Maisons du Monde à ce niveau-là, c'est que aujourd'hui, ils rentrent déjà dans les seuils qui sont demandés par le régulateur. Donc voilà, ça prouve quand même que les niveaux de fraude chez Maisons du Monde sont particulièrement bas. Et avec le respect de ces différents seuils de fraude par tranche
de transactions qui nous ont été données par le régulateur et qui doivent être respectées côté marchand. Ça nous donne l'occasion de jouer progressivement des exemptions pour éviter finalement au client final d'avoir à affronter, entre guillemets, un processus d'authentification forte, systématique, dans le cadre des transactions de Maisons du Monde. Donc voilà, comme vous le savez, je pense qu'il y a pas mal de monde qui participe à cette conférence qui est aguerri sur ce sujet-là. C'est encore un sujet à venir dans le sens où voilà, on est aujourd'hui dans le début de la montée en puissance du protocole, de l'envoi des transactions qui vont être liées à un processus d'authentification 3DS2. Voilà, Dalenis est prêt sur ce sujet-là, va également proposer une montée en charge maintenant dans un futur très proche. Voilà, et est capable d'accompagner positivement les marchands à ce niveau-là. Petit point supplémentaire, c'est que aussi notre position aujourd'hui, puisqu'on a à la fois un PSP, un acquéreur, et on a également une proximité avec Natixis. Je rappelle que Natixis est un des plus gros émetteurs de la place française en termes d'émission de cartes via ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne, et qu'à ce titre-là, on a une bonne communication avec les équipes qui s'occupent de la protection des plateformes d'émission, et que ça nous aide également dans notre compréhension pour voir voilà ce sur quoi ils sont à l'aise, ce sur quoi ils sont moins à l'aise, pour pouvoir proposer finalement des scénarios d'exemption dans de bonnes conditions et s'assurer d'obtenir une validation de ces exemptions de manière très large. Voilà. Guillaume, je ne sais pas sur la DSP2 si tu veux rajouter un petit mot sur ce point-là. Non, mais c'est juste ce qui est intéressant, c'est un peu la suite de ce qu'on se disait, c'est que nous, effectivement, on va pouvoir être pilote sur le sujet parce qu'on coche déjà les cases. Pour ceux qui seraient dans le call et qui ne cochent pas encore les cases, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le chemin, il n'est pas si long que ça pour y arriver. Si on lance le projet comme il faut et avec le bon partenaire, c'est possible d'arriver vite à des résultats probants, quoi. Ouais. Voilà, donc ça c'était les recettes finalement qu'on a synthétisées et qui rassemblent finalement les points clés sur voilà pour réussir finalement dans sa stratégie paiement. En conclusion, je pense que il est intéressant de voilà noter finalement c'est quoi nos sujets pour la suite. Donc je vais te laisser la conclusion, Guillaume, sur voilà la collaboration et les perspectives, parce que voilà, tu es mieux placé pour. Exactement. On en a parlé. Dalenis, c'est une fintech et ça, pour nous, c'est essentiel parce qu'on continue de développer notre modèle sur pas mal d'aspects. Et en fait, on sait qu'on a aussi, au-delà des solutions en place, un partenaire qui sait nous accompagner pour la mise en place de nouvelles solutions. À un moment donné, on était partant pour Apple Pay. Dalenis l'a fait. Finalement, je l'ai jamais intégré et je m'en excuse, Mathieu. mais typiquement, Dalenis a été l'un des premiers à sortir Apple Pay sur navigateur. Derrière, en ce moment, on a un véritable enjeu de transformation. On est en train de transformer notre plateforme de omnicanal autour de Magento et de Miracle. J'ai vu qu'il y a des personnes de Miracle dans le call. Et typiquement, voilà, ce travail de concert avec Dalenis, avec une société tech en face de nous, c'est hyper précieux pour avancer vite, y compris pour intégrer des nouveaux partenaires qui sont pas forcément le giron de Natixis, on va dire, et de manière totalement agnostique. Donc le futur est encore plein d'ambition avec une marketplace qu'on va sortir cet été. Et puis, je pense que ce fameux sujet de l'omnicanal qu'on avait déjà mis dans notre
appel d'offres il y a 4 ans de ça, va finir par revenir sur le devant de la scène. On le voit avec la transformation de l'usage. Et on sait qu'avec Dalenis, on va savoir s'adapter, quelle que soit la manière dont se transforment en fait les usages omnicanaux sur nos réseaux de magasins, voilà, en particulier dans le cadre du post-Covid, on va dire. Ouais. Je rebondis sur un point. Hein. Tu as parlé de la marketplace. Voilà, donc ça, c'est un gros sujet du moment. Du coup, comme tu disais, enfin, c'est sur une base de travailler avec un partenaire qui est Miracle, qui est également le partenaire de Dalenis. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui aussi pour arriver au bout des projets et les rendre successful. C'est sûr que là, on a parlé d'une stratégie paiement, donc qui concerne quand même de manière plus resserrée Maison du Monde et Dalinis, mais plus globalement, quand on parle de sujets autour de la marketplace, autour de l'omnicanal, voilà, il y a tout un parterre d'autres partenaires technologiques auxquels vous, en tant que vous êtes connectés et en tant que nous, partenaires de Maison du Monde, on doit être aussi connectés et on doit aussi savoir travailler efficacement avec eux pour vous apporter finalement le meilleur service possible. Donc ça, voilà, c'est vraiment un point sur lequel on monte très très fortement en puissance. Et voilà, la relation partenaire est essentielle pour Dalenis aujourd'hui, pour encore mieux servir nos partenaires marchands. Voilà, bah écoute, on arrive au bout du webinaire. On va peut-être passer aux questions-réponses, puisqu'il y en a un certain nombre. Alors, je vais prendre la première question. Donc, avez-vous d'ores et déjà une idée de la baisse à attendre du taux d'acceptation avec l'instauration du 3DS2, la DSP2, éventuellement y compris avec la granularité que propose Dalenis? Alors, c'est une question éminemment complexe. Voilà, je ne serai pas celui qui vous vendra de fausses promesses. Aujourd'hui, nous, on sait ce qu'on maîtrise et on sait comment on peut préparer au mieux nos marchands sur le sujet. On a fait un certain nombre de tests avec nos propres équipes en interne, puisqu'on un stock de cartes en tant qu'émetteur banque qui est important pour finalement se confronter dans tel ou tel cas à une demande d'exemption. Est-ce que globalement, si cette demande d'exemption arrivait, que ce soit Dalenis ou n'importe quel autre partenaire paiement sur le marché, quelle serait leur réaction et leur décision? Donc ça, finalement, ce travail d'anticipation et de préparation, je pense qu'il est à la fois sain et qui nous permet en tout cas d'être particulièrement bien préparés. Voilà. Donc et après, enfin là où il y a une vraie difficulté à répondre à la question, c'est qu'on n'est pas dans la peau de chaque émetteur de la place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et ça faut être quand même réaliste sur ce sujet-là. On peut faire beaucoup, et nous on fera beaucoup puisqu'on fait partie d'une grande maison et on a des parts de marché importantes en émission sur la place. Donc c'est vrai que voilà, chez nous on saura de fait mieux maîtriser encore ce sujet-là, mais néanmoins il y a quand même le rôle de l'émetteur, de la banque, de sa stratégie, de sa capacité à atteindre certains résultats qui lui sont imposés, qui font que voilà, on ne peut pas tout maîtriser, mais en tout cas, on peut se préparer au mieux et préparer au mieux nos marchands et l'identification de leur VAD, de leur MID, pour faire en sorte que quand les transactions arrivent de nos marchands, elles soient plutôt scorées positivement et que les demandes d'exemption soient suivies. Voilà. Je pense que c'est une vision qui est réaliste, mais encore une fois, on est confiant puisque quand on a fait cet exercice-là sur nos propres transactions en interne, on a plutôt un niveau de confiance qui est important sur le fait d'être suivi. Seconde question. Donc, Dalenis propose-t-il déjà d'envoyer une authentification 3DS2 pour les règles jugées particulièrement à risque? C'est une évidence, en fait. Si je comprends bien la question, hein, pour les règles
jugées particulièrement à risque, pour les transactions jugées particulièrement à risque, je suppose. Évidemment, enfin, si la transaction est jugée risquée, bon, aujourd'hui on envoie une authentification 3DS, demain on enverra une authentification 3DS2. C'est évident. Enfin, finalement, la méthode d'authentification, on va toujours continuer à travailler de la même manière. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on fait au niveau hacker, du TR, Transaction Risk Analysis. Donc, c'est exactement la même façon de fonctionner. On regarde ce qui se passe au niveau de la transaction, on collabore avec le marchand. Et voilà, on essaie d'obtenir les meilleures performances possibles. Et en cas de risque et en cas de doute, bien évidemment, on va demander une authentification 3DS 2. Question suivante. Alors, bonjour. Concernant la DSP2, comment avez-vous réorganisé vos jeux de règles antifraude pour optimiser vos exemptions? Quels outils Dash seront mis en place pour suivre les performances 3DS V2 des émetteurs et leur impact sur votre excellent niveau d'acceptation? Merci pour le compte. Alors, effectivement, en termes de Dash, il est prévu déjà de donner aux marchands de manière totalement dynamique l'évolution de son taux de fraude et notamment de son taux de fraude par tranche de transaction, puisque vous savez que le challenge, les KPI à atteindre sont différents suivant le montant de la transaction. Donc entre 0 et 100 euros, entre 100 et 250 euros, entre 250 et 500 euros. Voilà, les seuils de fraude sont à des niveaux différents. Donc ça, le marchand déjà… Les seuils de fraude pour pouvoir être exempté, tu veux dire, hein, c'est ça? Exactement, ouais, pour pouvoir demander des exemptions. Donc il est de 0,13 jusqu'à 100 euros, de 0,06% entre 100 et 250 euros et de 0,01% entre 250 et 500 euros. Et au-delà de 500 euros, l'authentification forte est rendue obligatoire. Donc voilà, cette vision-là, on a fait en sorte que les marchands puissent avoir des dashs pour suivre exactement là où ils en sont. Maintenant, sur la question de la réorganisation des jeux de règles antifraude pour optimiser les exemptions, je pense qu'on est dans… Finalement, les jeux de règles de lutte contre la fraude, ils doivent globalement rester dans la même logique, dans la même philosophie qu'ils ont été depuis toujours. Encore une fois, l'enjeu, c'est d'atteindre le résultat. Le résultat, c'est un taux de fraude. Maintenant, l'outil en amont pour atteindre et optimiser ce taux de fraude-là, on ne pense pas vraiment qu'il a besoin de se réorganiser de fond en comble, puisqu'il permet déjà d'arriver à la finalité et d'arriver au résultat qui est d'atteindre des seuils de fraude particulièrement faibles. Donc voilà, pour répondre au point, on va continuer de travailler de la manière dont on travaille en optimisant le système qui a déjà fait ses preuves et qui, lui, peut être encore complété avec des données complémentaires, puisqu'on étudie toujours ça d'un point de vue de la donnée, comment on peut intégrer de plus de données pertinentes pour encore aller chercher de manière plus granulaire les petits cercles de fraude. Voilà, donc ça, c'est plutôt l'approche qu'on a. Voilà, et drivé par des équipes. Les équipes de lutte contre la fraude chez Dalenis, c'est entre 10 et 15 personnes. Donc voilà, c'est quand même une équipe relativement importante. Et j'ai encore une dernière question, exactement. Donc, alors c'était une interrogation. C'était la première, par ordre. Exactement. Je ne comprends pas. Le commerçant connaît le pattern. On parle bien uniquement d'un nom de règle. Ah oui, ça c'était par rapport à ton exemple, Guillaume. Peut-être si tu peux reprendre le… Oui, alors effectivement, non, on ne parle pas que du nom des règles, hein, parce que Dalenis nous expose en transparence par rapport à toutes les données qu'on envoie, montant de panier, pays de livraison, etc., type de produit, nombre de produits, âge du client. Dalenis nous expose les règles qu'il propose et ça nous permet de les valider en fait. Et puis aussi d'avoir ça en tête, potentiellement de se dire ah oui tiens, faut qu'on fasse attention, on a peut-être une vision un peu déformée de la performance de ce produit ou de ce qui se passe dans ce pays. Donc non, on connaît bien à la fois les noms des règles, mais aussi leur contenu et on les valide avec Dalenis.
pense que ça doit être ça la question. Ouais. Enfin, je pense que c'est ça. Nouvelle question, je la lis. Pour compléter la question en cours de réponse sur l'émission de demande 3DS V2 en fonction du risque de la transaction, sera-t-il possible, éventuellement dans un premier temps uniquement, d'envoyer en fonction du seuil de risque un simple 3DS ou un 3DS V2? Alors, effectivement, il y a des, enfin, dans la mise en œuvre du 3DS 2, il y a certaines zones de temps pendant laquelle l'objectif va être avant tout d'authentifier un certain nombre de transactions. Donc, en soi, le protocole 3DS actuel ne disparaît pas du jour au lendemain. Et voilà, il y a eu tout un planning qui a été mis en œuvre, qui a été validé par les différentes instances, qui permet encore d'utiliser le protocole 3DS standard entre guillemets pendant un certain temps. Mais c'est sûr que la trajectoire maintenant, elle est de migrer vers le 3DS 2 et c'est bien tout l'accompagnement qu'on offre aujourd'hui aux marchands, puisqu'on a une écrasante majorité aujourd'hui de nos marchands qui se préparent à ce switch et qui se préparent notamment techniquement à pouvoir enrôler des transactions avec le protocole d'authentification 3DS2. Voilà. Ça fait partie de l'accompagnement qu'on doit offrir à nos marchands avec, encore une fois, par rapport à d'autres structures d'organisation de la relation paiement pour les marchands, la facilité qui est apportée par Dalenis, puisque Dalenis est PSP, Dalenis est acquéreur, et aussi de manière, cette fois-ci, stratégique et tactique. Voilà, cette relation aussi avec l'autre côté de la barrière qui est l'émission, la partie bancaire, la partie acceptation et délivrance d'exemption et acceptance d'exemption, fait qu'on a vraiment une vision de bout en bout extrêmement large qui nous donne de l'agilité et de la sécurité, entre guillemets, et aussi de la compréhension de la discussion avec nos marchands. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On est dans le timing, 13h54. Je pense qu'il nous reste à remercier tous les participants au webinaire. Moi, à te remercier, Guillaume, pour ta participation. Je sais que la parole Avec de Maison plaisir. du Monde, elle est précieuse. On s'y est repris plusieurs fois pour organiser un événement et avoir l'occasion de présenter un case ensemble. Donc voilà, je te remercie. Je remercie également toutes les équipes de Maison du Monde. Notamment, je me souviens en 2016, lors de l'appel d'offres, on avait eu l'occasion d'échanger pas mal avec Julie Valbaum, qui est maintenant la directrice générale, hein, si je dis pas de bêtises, de Maison du Monde. Voilà, c'est vraiment un travail collaboratif de longue haleine qui va perdurer dans le temps. On a des beaux challenges face à nous. Et voilà, et vous faites vraiment partie des marchands aujourd'hui avec lesquels on aime collaborer et aussi avec lesquels les équipes voilà, aiment passer du temps sur le dossier Maison du Monde parce que voilà, ils savent que derrière, ils vont avoir un accueil positif et une compréhension de ce qu'ils font et une reconnaissance surtout du travail bien fait. Ben, c'est complètement partagé. Merci à vous. Ouais. Merci Guillaume. Bye. Merci à tous. Au revoir.